Bienvenue dans un nouvel épisode d'Impact, le pouvoir du voyage, le podcast qui, comme un voyage, se vit en mouvement. Un épisode, un invité, un lieu à découvrir. Je suis Pierre Donnel, chef concierge d'un grand hôtel à Paris et depuis plus de 20 ans, j'ai la chance de rencontrer des personnalités qui m'inspirent dans mon travail au quotidien et c'est cela que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Pour cet épisode, je vous amène à la rencontre d'un couturier parfumeur qui a créé sa maison il y a une quinzaine d'années. Nous sommes accueillis dans sa boutique, atelier, showroom. C'est en quelque sorte un voyage olfactif que je vous propose aujourd'hui. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Pierre. Comment allez-vous ? Je vais très bien et vous ? Ça va, merci beaucoup. Merci de nous accueillir chez vous. On va développer pas mal de sujets aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui le parfum, c'est toute votre vie ? Non, alors le parfum, c'est pas toute ma vie, c'est une partie de ma vie, c'est une belle partie de ma vie. Ce serait horrible de dire que le parfum, c'est toute ma vie et de résumer ça que au parfum. J'ai commencé par être couturier, donc Oui. La couture fait encore partie de ma vie et c'est quelque chose de très important. J'ai monté mon entreprise très jeune, donc c'est vrai que l'entreprise est une partie importante de qui je suis et ce projet entrepreneurial, ce projet de marque, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté. C'est comme je dis souvent à tous mes employés, c'est ma première famille, mais aujourd'hui j'ai une vraie famille aussi. J'ai la chance d'avoir 3 enfants et un super mari, et donc du coup, c'est une grosse partie de ma vie. Et aujourd'hui, c'est vrai que je partage ma vie entre plein de choses fantastiques. Donc on en a parlé. Vous avez commencé par la couture. Comment ça s'est passé au début ? Vous avez fait des études et puis vous avez travaillé pour des grands noms. Alors, j'ai fait des études parce que mes parents m'ont demandé de faire des études et parce qu'il fallait faire des études. Il y a quelque part, je dis souvent maintenant, dans l'éducation qu'on donne à des enfants aujourd'hui, en tout cas dans ma vision de ce que je veux donner à mes enfants, j'ai envie de leur donner, de les inviter à être des adultes heureux. Je pense que de ma génération, on avait envie que ces enfants soient sécures, et donc les études faisaient partie de cette sécurité de l'emploi. Et j'ai fait des études d'ingénieur. Venant d'une famille textile, naturellement, ça s'est orienté vers des études d'ingénieur textile, mais c'était pas forcément la voie que j'avais envie de prendre. Mais la voie de la mode était pas forcément la voie la plus sécure pour mes parents, qui connaissaient rien du tout et qui n'avaient pas de façon de m'aider pas le sentiment de pouvoir m'aider dans ce domaine-là. Et pas de Paris en plus. Hein. Et je suis pas de Paris, je suis né à Roubaix, donc dans un bassin textile, mais qui est pas un bassin de mode. Mais j'ai eu la chance de pouvoir apprendre et la couture avec ma maman qui était couturière. Elle a toujours cousu tous ses vêtements, tous nos vêtements. C'était encore souvent, je fais souvent ce rappel quand on parle de la mode aujourd'hui, que le prêt-à-porter il est pas si vieux que ça, et que nos grands-parents ne connaissaient pas le prêt-à-porter dans leur enfance, et mes parents avec un père prof n'avaient pas forcément les moyens d'aller chercher du prêt-à-porter à l'époque où il coûtait un peu plus cher qu'aujourd'hui avec tout ce qui est fast fashion, ultra fast fashion. Et donc, c'était plus simple premièrement de coudre. Donc, elle m'a appris à coudre aussi. Et en 2004, j'ai fait la rencontre d'un couturier qui s'appelle Dominique Sirot. J'ai commencé à travailler au 14 rue du Faubourg Saint-Honoré, à cette adresse-ci, ici, pour lui. Donc, c'était l'ancien bras droit d'Hubert de Givenchy. J'ai travaillé 2 ans avec lui, avant de travailler avec Jean-Paul Gaultier. Puis après Jean-Paul Gaultier, j'ai travaillé un peu avec Jean-Claude J3. Puis en 2009, je me suis dit, mais c'est le moment. C'est le moment de monter ma maison et de voir ce que je pouvais apporter de différent, de me dire, voilà, créativement parlant, j'avais envie de me dire, qu'est-ce que j'apporte de nouveau ? Et il y avait ce côté dans l'homme, je pense surtout l'expérience J3 qui m'a beaucoup formé, de me rendre compte que au-delà d'avoir dessiné une collection pour hommes, les clients venaient pour des pièces uniques, venaient parce qu'il y avait cette capacité de Jean-Claude d'accepter qu'un client lui demande une pièce qui soit pas une pièce de collection, mais qui soit une pièce dessinée spécialement pour lui. Et je me suis dit, en fait, la haute couture, je suis pas sûr d'avoir quelque chose à y apporter de particulier, parce que à chaque fois que j'ai fait des pièces femmes, mon ADN créatif était tellement proche de celui de Dominique, et Dominique était encore en activité, que j'avais pas envie d'apporter quelque chose qui finalement soit dans je pense qu'il y avait une alchimie entre Dominique Sirot et moi, où j'aimais profondément ce que je faisais pour lui, et ça représentait mon ADN. J'avais pas le sentiment de pouvoir apporter quelque chose de nouveau.
Mais c'était de la femme. C'était de la femme. Alors que dans l'homme, j'avais vraiment le sentiment de pouvoir écrire quelque chose de nouveau, de dire, en fait, les hommes, ils sont invités à aller chez un tailleur tout le temps, mais un tailleur, il a rien de créatif. C'est-à-dire qu'il a 2 patrons, un manteau, une veste, éventuellement, il en a un 3e parce que il a eu des clients un peu regardants et un peu exigeants qui lui ont demandé de créer quelque chose d'un peu plus complexe et il a peut-être une 2e coupe de veste, mais ça s'arrête là. Et c'est un savoir-faire, c'est de l'artisanat, mais c'est pas de la créativité. Et là, j'avais le sentiment d'avoir un champ libre devant moi, de mélanger cet artisanat couture, ce savoir-faire couture, avec des tailleurs qui ont parfois 20 ans, 30 ans d'expérience. Quand j'ai commencé avec un tailleur qui avait 71 ans. Donc, il y avait vraiment ce sentiment d'amener le savoir-faire et l'exigence de la haute couture, mais avec la créativité d'un jeune homme de 25 ans, et ce champ des possibles dans l'homme, de se dire que, en fait, il faut pas s'arrêter au fait qu'on dise l'homme c'est un costume et sinon tout le reste c'est du déguisement. Il y avait vraiment ce côté de dire, avec humilité, on peut dessiner quand même quelque chose de nouveau, de créatif, et de se dire que, en fait, il y avait ce constat au tout départ, c'est que quand j'allais à l'opéra, je suis un grand fan de ballet, et quand j'allais dans des galas à l'opéra, je voyais des hommes toujours systématiquement habillés avec le smoking Dior ou le smoking Lanvin. Dans le public. Globalement, chaque année, il y avait les 2 marques françaises qui faisaient vraiment des smokings, des beaux smokings, c'était Dior et Lanvin. Sauf que quand il y a 500 personnes, tous en Dior, tous en Lanvin, ça fonctionnait pas. Et je caricaturise bien sûr le profil, mais je me disais, mais en fait, dans le smoking, on peut vraiment s'éclater. Et c'est comme ça que je suis devenu un peu un spécialiste du smoking, parce que sur les tapis rouges, on regarde la différence entre 2 smokings systématiquement. Et puis, ça a commencé par faire des smokings peut-être plus courts, pour faire des smokings croisés, avec 2 boutons qui se croisent très très peu. Puis après, je suis allé sur les smokings avec des capuches, je suis allé sur les smokings drapés. Et en fait, je me suis rendu compte que, en acceptant le fait que le smoking, c'est un code très précis, on rentre dans ce code, dans ce cadre-là, et après on a une liberté de créativité qui est gigantesque. Et c'est comme ça que je me suis épanoui dans la couture, bien avant de faire du parfum, parce que le parfum, ça a commencé seulement il y a 10 ans. La maison de couture, c'est il y a 15 ans, c'est ça? 16 maintenant? 16 ans maintenant. 16 ans. Et donc, quelques années plus tard, le parfum arrive. Comment ça se passe? C'est au détour d'une rencontre. Il y a une très belle rencontre, j'ai cru comprendre. C'est une rencontre, un très bon ami qui me présente Quentin Biche, le parfumeur Quentin Biche, en me disant, tiens, vous avez peut-être quelque chose à écrire ensemble, il y a quelque chose qui peut se faire là. C'était déjà une volonté de votre part? Vous aviez cette idée en tête ou? Mon passage chez Hermès m'avait quand même vraiment marqué, dans le sens où les parfums Hermès, c'est quelque chose qui marque. Il y a je dirais cette soupe de parfum Hermès, où les salariés dans les toilettes d'Hermès à l'époque de Jean-Louis Dumas étaient dans tous les toilettes. On pouvait se parfumer à volonté. Et donc les salariés étaient forcément. Il y a beaucoup de références déjà à l'époque? Oui, il y a eu beaucoup de références. Il y a des références de Belle Amie à l'Eau des Merveilles, à d'autres choses. C'était encore l'époque de Jean-Claude Héléna, donc vraiment une belle époque du parfum chez Hermès. Le début des jardins, où les jardins étaient vraiment merveilleux. Il y avait un jardin sur le Nil, un jardin en Méditerranée. Donc il y avait toujours le traditionnel eau d'orange verte qui est fantastique. Donc des choses qui sont quand même très très puissantes, très identitaires, des vrais beaux parfums, et qui tout mélangé faisait une soupe de parfums qui m'a laissé. Et puis c'était vraiment une belle expérience Hermès, une expérience d'une entreprise dans la beauté, dans le truc où il n'y a pas de limite pour aller jusqu'à la qualité. C'était à Paris déjà? J'étais entre Pantin et Paris, parce que le studio de création était à Pantin, et le studio avec Jean-Paul Gaultier, les essayages se faisaient à Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré. Donc on était ici effectivement en région parisienne et à Paris. Mais il y a tout cet univers-là qui me plaît et qui me suit derrière, et je continue après avoir travaillé pour Hermès à porter un layering de 2 parfums qui était Kelly Calèche, puis sur lequel Kelly Calèche, donc un parfum pour femmes initialement, sur lequel je mettais Poivre Samarcande. C'était un layering que j'aimais faire et qui était ma façon à moi d'avoir mon propre parfum. Ouais. Et donc quand je rencontre Quentin et je me rends compte qu'il porte le même layering et qu'il me dit je sais ce que tu portes comme parfum, parce que je dis non, c'est pas possible. Oui, mais je porte la même chose. Parce qu'à l'époque vous portiez encore je portais encore ça. En fait, j'ai pas eu beaucoup de parfums dans ma vie. J'ai toujours considéré le parfum comme étant une signature. Ouais. Et j'ai porté mon parfum d'adolescence très longtemps, que j'ai pas changé, c'était Polo Blue. De Ralph Lauren. Je l'ai porté pendant très longtemps.
Après, j'ai eu un parfum éphémère avant de rentrer chez Hermès. C'était une recherche, peut-être une période où je me parfumais moins d'ailleurs. Et la période de Hermès où je découvre et je cherche et je trouve ce layering qui me va bien. Et cette rencontre avec Quentin où on se rend compte que pour faire les choses simples, on se rencontre, on apprend à communiquer, on apprend à se comprendre et on se rend compte qu'on a vraiment les mêmes référentiels olfactifs, les mêmes références. Il y a une osmose créative qui est gigantesque et que c'est un flash quoi quelque part. C'est un coup de foudre, pas amoureux, pas amical, même si on est devenus amis après. Mais quelque part un coup de foudre créatif où on se dit si dans sa peau il se dit si je veux travailler pour Marc Antoine, en fait je vais faire les parfums que j'aime. Et donc et moi je me dis c'est quelqu'un à qui je vais pouvoir faire confiance. La confiance, la créativité, son talent. Quentin était encore très jeune quand je l'ai rencontré, entre guillemets jeune en tant que parfumeur. Mais moi aussi. Moi aussi. Mais moi j'avais mon expérience alors j'étais naïf, j'étais novice en parfumerie quand je le rencontre. J'étais qu'un consommateur, un amateur de beau, mais lui dans son métier de parfumeur était encore dans ses premières années de son métier de parfumeur. Aujourd'hui, il est reconnu comme le plus grand parfumeur du monde. Ça fait 2 ans d'affilée qu'il a reçu le prix du parfumeur de l'année. C'est un grand parfumeur aujourd'hui et il en faut pour tous les goûts. Mais lui a ce génie de réussir à faire des choses très très belles pour différents clients avec différents ADN. Comment naît l'idée d'un parfum? Je sais qu'il y a un processus créatif chez vous. Alors, le premier parfum, cette idée naît du fait que on se rend compte il faut. Comme moi j'ai une identité olfactive, je considère que le parfum c'est ma signature olfactive, donc il faut créer ma signature olfactive à ce moment-là. Donc c'est cette volonté de créer une signature olfactive qui donne la naissance à B683, mon premier parfum. Derrière ça, les autres parfums, il y a tout un process de création qui est différent. Souvent, je l'explique en disant voilà, le premier, je l'ai fait pour moi, les autres, les suivants, je les ai fait pour mes clients. Il y a ça naît d'une demande, pas nécessairement. Non, mais d'une générosité, d'un cadeau que j'ai envie de faire. Je crée pas un parfum parce qu'on me demande, je voudrais un parfum comme ça, mais je le crée pour les autres. Je le crée en fantasmant un moi différent, en fantasmant un client idéal, en fantasmant un client comme ceci ou comme cela. Et enfin, il y a de l'ordre de l'imaginaire à ce niveau-là. Le parfum comme un voyage olfactif, ça vous évoque quoi? Le parfum, c'est une mémoire olfactive tellement puissante que ça transporte. On parle régulièrement, moi qui voyage beaucoup, je me dis qu'est-ce que ce serait beau de pouvoir se téléporter comment ça changerait l'humanité de pouvoir se téléporter. Et à la fois, je me dis mais en fait dans le voyage, il y a tout cet effort de voyager qui fait qui rend le voyage beau et mémorable. Mais si la téléportation, si elle existe dans une seule chose, c'est dans le parfum. C'est-à-dire que on ferme les yeux et je l'ai eu au début du conflit en Ukraine où j'ai contacté mes clients en leur disant qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Et la réponse a été continuer à nous vendre vos parfums. On a beau être dans un bunker ou dans une cave, on se prête un parfum, on ferme les yeux et on a voyagé. On se téléporte avec le parfum dans des souvenirs. Alors soit on se téléporte dans des souvenirs d'un moment où on a porté ce parfum, mais parfois je l'ai très bien vu pour Tilia, le parfum qu'on a lancé l'an dernier, et qu'on a vraiment travaillé sur le thème du bonheur, sur le thème d'un bonheur simple, d'un été qui dure. C'était un peu le fantasme d'un été qui dure toujours. Et moi, je le spray, je ferme les yeux, c'est bon, je suis en Provence. Je suis et je suis même à Aubagne, dans cet Aubagne des années 50 où Marcel Pagnol fait son film, écrit son livre sur ce voyage d'un prof qui part en vacances à quelques kilomètres de chez lui. Et c'est vrai, sur Tilia, je me suis fait exactement la même réflexion quand je l'ai découvert. C'est un parfum qu'on a envie de partager, c'est un parfum qu'on a à la fois envie de donner à une personne qu'on aime pour pouvoir le sentir en permanence et voyager. C'est un parfum réconfortant. Je suis assez d'accord avec ça. Et vous parliez de voyage, donc vous voyagez beaucoup aujourd'hui pour le travail. Et quand on s'est rencontrés la première fois, vous me disiez, je suis un peu dans une situation où moi, je voyage beaucoup pour le professionnel et j'ai ma famille qui, elle, est sur une île et qui voudrait voyager. Donc, je suis un peu entre les deux à vouloir combiner un petit peu les deux. Comment ça se traduit aujourd'hui? Parce que là, aujourd'hui, on est à Paris. Vous partez en Belgique dans quelques jours, puis après, vous partez en Espagne. Alors, c'est pas des destinations très loin, mais c'est quand même
J'en profite pour cette fois-ci parce que parfois c'est pas la Belgique et l'Espagne, parfois c'est l'Arménie, c'est Dubaï, c'est Kuala Lumpur, mon mois de juillet va être fait de sauts de puce en Asie. C'est pas les vacances. Et qui sont pas des vacances. C'est vrai que déjà j'ai la chance de vivre sur une île qui est un petit paradis et où on n'a pas forcément envie de bouger. C'est une destination de voyage, c'est une destination de vacances et on a la chance de vivre là tous les jours, d'en profiter, d'être dans ce calme qui ressource. Et ça, c'est assez important. Je pense que j'ai simplement envie, quand je voyage en famille ou quand je voyage à titre de vacances, de pouvoir prendre le temps. Oui. C'est-à-dire d'aller à un endroit et de me poser. Ce qui n'est pas le cas quand vous voyagez professionnellement. Ce qui n'est pas le cas. C'est assez rare quand je voyage. Déjà, quand je voyage professionnellement, j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer, retrouver mes enfants, rentrer, retrouver mon mari. Et donc, il n'y a pas cette envie de dire on va grignoter un jour ou deux pour aller faire ceci, pour aller faire cela. En fait, le voyage, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que c'est intéressant quand on peut le partager avec des gens qu'on aime. Ouais. Et j'ai pas le luxe aujourd'hui de pouvoir voyager, faire tous les voyages professionnels que je fais avec mon mari, et auquel cas ce serait beaucoup plus intéressant et beaucoup plus sympa parce qu'on pourrait partager ces choses-là ensemble. Généralement je voyage seul ou je voyage avec des collaborateurs que j'apprécie, mais avec qui je vais travailler, avec qui ça va être on va essayer d'être efficace. On est là pour satisfaire nos clients, pour sentir l'air du temps chez nos clients aussi et sentir comment ça se passe pour s'assurer que les choses vont correctement partout. Alors justement, quand on parlait de voyage professionnel et de prendre le temps, le voyage professionnel, c'est complètement l'opposé, c'est hyper millimétré et il y a des rendez-vous à tenir. Effectivement, parce qu'un voyage professionnel, on va essayer d'être le plus efficace possible. Techniquement, on est plus capable de faire 24 heures dans une ville en ayant fait un déjeuner avec des influenceurs ou des personnes pour un déjeuner communication, une après-midi de formation, on va dire une fin d'après-midi avec des clients, avec des clients et un dîner derrière, un dîner d'événement. Donc tout ça, on est capable de le mettre dans 24 heures et de repartir le lendemain matin pour sur une autre destination et arriver en fin de matinée et repartir pour la même chose. Donc ça peut être un marathon à ce niveau-là. À titre personnel, moi, le rêve, et c'est ce qui risque de se passer, j'espère l'an prochain pour Noël, où on repart. On s'est dit, nos enfants sont nés en Colombie, on s'est dit que la Colombie c'était une destination qu'on aimait bien et qu'on avait envie de leur faire vivre. On va partir un mois en Colombie. Et c'est pas de se faire des sauts de puce, c'est pas d'être. Je ne suis pas le globe-trotter qui part avec mon sac à dos quelque part. Je préfère faire l'expérience d'une ville. Dans les rêves, c'est se poser à Noto en Sicile pendant un mois et se dire pendant un mois je vis cette vie italienne, sicilienne, comme je vais vivre en Colombie, cette vie d'un village pendant un mois au calme, sans avoir l'envie de vivre plein de choses, mais simplement de vivre un temps en mode pause à un autre endroit que chez moi. Ça, c'est un rêve qui, on l'espère, va devenir une réalité en fin d'année. Ouais, c'est déjà quelque chose qui... Il est déjà réservé, donc. Il est déjà réservé. Donc, il y a déjà le créneau dans l'agenda. Il y a le créneau dans l'agenda. Mais c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté ou c'est vraiment une envie aujourd'hui de le faire? Alors, on l'a expérimenté. Oui, et pas forcément dans les bonnes conditions, mais on l'a expérimenté à la naissance des enfants qui sont nés prématurés. On est resté 3 mois en Colombie. Ouais. Et 3 mois, pas dans une région qu'on avait choisie, on est resté 3 mois à Medellín. Et donc, mais à la fois, et c'était pas des vacances, parce que c'était quand même un temps de coupure et un temps où on s'immerge dans une autre culture, où on s'immerge dans une autre, et pour moi, le voyage, c'est un peu ça, c'est un peu aller à la rencontre de gens qui pensent différemment de nous, à la rencontre de gens qui vivent différemment de nous, les comprendre, vivre un peu leur vie. Je pense que dans le voyage, c'est assez bien fait. On a ces émissions qui sont de voyage en terre inconnue où on voit une personne vivre sur un temps d'une semaine, mais qui est quand même un temps long et un temps avec les gens où ils sont pas à faire 15 000 choses pendant la semaine. Et ça fait rêver les gens. Et je pense que c'est vraiment je vois plus le voyage de cette manière-là que d'une manière purement cumuler le maximum de musées, le maximum de choses. C'est une vision beaucoup plus consommatrice de dire on va faire plein de choses. Ça a toujours été le cas parce que j'ai toujours été un flâneur. D'accord. Donc j'ai toujours aimé me promener, c'est-à-dire
faire Venise, ce qui est une destination qu'on aime beaucoup et qu'on fait régulièrement, alors sur un temps plus court à chaque fois parce que c'est beaucoup plus proche aussi et qu'on peut le faire. C'est vraiment une destination qui peut être l'édition d'un long week-end mais on va faire Venise pour aller voir. Récemment, je suis allé à Venise pour aller voir une galerie et acheter une œuvre d'art. Mais ça a été le prétexte de passer 4 jours à Venise, de flânerie, d'aller se poser en terrasse, de prendre un café, de prendre un cappuccino tous les matins à la même terrasse, de faire pause dans un univers différent qui dépayse. C'est intéressant Venise parce que pour le coup, on est clairement sur une destination ultra touristique qui fait l'objet de beaucoup de controverses parce que justement depuis des années, il y a un flot de touristes en continu et c'est une destination que vous choisissez d'évoquer pour dire que justement vous prenez le pli de façon complètement différente d'y aller régulièrement dans des conditions complètement différentes. Moi, j'ai une expérience de Venise où j'y ai passé une nuit. Alors en plus, j'étais malade, donc c'était pas forcément l'idéal, mais où j'ai eu l'impression de faire plein de choses, mais de rien en retenir finalement. Alors que voilà, moi Venise, j'ai pas fait grand chose. Par exemple, pour vous donner un exemple, ça fait des années que je me dis j'aimerais bien visiter le Guggenheim. Je l'ai jamais fait. Parce que j'ai jamais, si je veux le faire, à chaque fois, c'est faire la queue, c'est trouver le bon jour. La dernière fois, on s'est dit, tiens, on pourrait le faire. On y allait le mardi, c'était fermé le mardi. On avait marché jusque là et en marchant. Venise, il y a Venise et Venise. J'ai eu la chance de le vivre pendant le Covid à un moment donné où je suis allé, où tout était fermé, où la place Saint-Marc était complètement vide. C'était magique. Mais on peut encore trouver, même quand il y a énormément de monde à Venise, on peut encore trouver ces mêmes places vides ou presque vides. C'est-à-dire que le flot de touristes à Venise, il est concentré sur les choses qu'il faut voir. Mais on sort de sentiers battus, et parfois on prend une route un chemin de traverse. Et Venise, ça reste un chemin une ville de Vénitiens qui marchent un peu rapidement dans les rues, qui sortent leurs poubelles en descendant avec un fil à la poubelle de la fenêtre et qui la laissent pendre pour que les éboueurs puissent ramasser les sacs poubelles qui sont suspendus aux fenêtres. C'est-à-dire, il y a une magie de cette ville qui vit sans voiture, posée sur l'eau. C'est une ville qui, effectivement, ma façon de voyager, j'espère en tout cas qu'elle est plus sustainable, qu'elle est plus écologique. C'est de profiter. Quand tu prends l'avion à titre personnel pour aller quelque part, j'ai envie de prendre le temps et de pas me dire tiens, je vais ressauter sur d'autres choses et repartir ailleurs. Je culpabilise suffisamment de prendre l'avion énormément à titre professionnel pour me dire que quand je peux le faire soit en train, soit en avion à titre personnel, mais je le fasse pour rester un peu sur place, pour prendre le temps et puis quelque part pour partager quelque chose avec les habitants de là où je vais, et ça peut être à Venise comme ailleurs. C'est-à-dire qu'à Venise, vous allez manger 2 fois dans le même restaurant pendant votre séjour. Ils vous voient pas du tout de la même manière. Il n'y a pas du tout la même relation. Vous n'êtes pas un touriste consommateur qui a juste qui a coché sur sa case. Il est venu manger une fois. Je suis allé manger là une fois dans ce restaurant-là. Moi, j'aime mes habitudes, j'aime les petites choses. Et à chaque fois que je vais à Venise, je vais manger dans les mêmes restaurants. Et le lendemain, je retourne dans le même restaurant. Parce que c'est le restaurant que j'aime bien et que je me sens bien. Et le café, je vais sur telle place prendre sur le Campo Santa Margherita, mon petit cappuccino. Et j'ai le souvenir autant de moments que j'ai passés avec des amis sur cette place que des moments que j'ai passés avec mon mari. C'est repartager, recréer des habitudes, c'est plus ma façon de voyager. Et justement, vous parliez de sustainability, donc de conscience écologique. C'est quelque chose qui imprègne votre marque aujourd'hui. C'est un peu le principe que vous appliquez dans vos voyages de moins mais mieux. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu aussi, parce qu'il y a plein de choses que vous mettez en place de façon professionnelle et personnelle pour pouvoir arriver à cet état d'esprit et cet art de vivre. La conscience écologique, je suis pas né avec. Je suis né avec un amour des arbres, ça c'est sûr. J'ai toujours aimé planter, j'ai toujours aimé la nature et au-delà du parfum et de tout ce que je peux faire, s'il y a une chose que j'aime avant tout, c'est planter des arbres. Je trouve que ce qu'on peut faire, c'est Catherine Deneuve qui disait créer un jardin, c'est une promesse pour l'avenir, c'est écrire une promesse. Donc ça c'est quelque chose d'important, mais la conscience écologique, elle est arrivée à un autre moment. Elle est arrivée, j'avais 30 ans, donc j'avais déjà créé mon entreprise, j'avais déjà créé mon premier parfum, et je lis un article qui me dit depuis 30 ans, la population d'insectes en France, on vit un effondrement au niveau des insectes. En 30 ans, on a perdu 96% ou 97% des insectes en France. Tout confondu.
tout confondu. Et ça prend l'exemple de, regardez, avant, vous traversiez la France en voiture, vous aviez vos pare-brises criblés d'insectes. Aujourd'hui, vous pouvez traverser la France, il n'y a pas un seul insecte. On parlait de voyage dans le temps, de voyage, là c'est un voyage dans le temps. Je replonge 20 ans plus tôt, en arrivant chez mes grands-parents après avoir traversé la France avec la voiture de mes parents, moi et ma sœur, on était de corvée à nettoyer la voiture pour retirer tous les insectes sur le truc. C'était systématique. On rentrait après les grandes vacances dans le nord de la France où on habitait. Rebelote, il y avait une journée de nettoyage de la voiture. La voiture était criblée d'insectes. Et donc, je prends conscience à ce moment-là qu'en fait, je suis pas simplement... j'ai été la tête dans le guidon dans mon entreprise, la tête dans le guidon dans mon activité créative, mais j'ai pas vraiment regardé ce qui se passait autour de moi. Et je suis pas, c'est pas une extinction qui date d'il y a 6000 ans ou 5000 ans. C'est vraiment, ça s'est passé pendant que j'étais là. Et si j'avais eu les yeux ouverts, je l'aurais vu. Et je me dis, je peux plus rester comme ça. Et ce jour-là, je défais le cellophane de toutes les boîtes de mes parfums en disant, je peux plus utiliser du plastique à usage unique. Je me rends compte du volume que ça prend. Et c'est mon premier geste écologique. Et j'ai cumulé depuis. Et je dis souvent, quand je parle de sustainability, c'est on met le doigt dedans, puis après c'est un engrenage dans lequel on est pris. Il y a une certaine fierté à le faire, et on a envie de faire toujours plus. La chance que j'ai, c'est d'être indépendant. Donc j'ai jamais la question de est-ce que ça va impacter la marge. Ma question, c'est plutôt est-ce que ça va impacter ma fierté? Est-ce que je serais davantage fier de faire ce que je fais après qu'avant? Et donc ça a commencé par le cellophane, puis après on a retiré les conservateurs, les filtres anti-UV de nos parfums. On a passé 2 ans à essayer de trouver une solution de calage pour nos parfums à l'intérieur des boîtes, pour que les boîtes soient entièrement recyclables, et puis avec une mousse plastique à l'intérieur qui était très luxueuse, mais qui n'était pas du tout écologique. Donc plein de choses comme ça. Aujourd'hui, dans les voyages, ça se traduit un peu différemment, parce que on peut pas ne pas voyager non plus. On fait beaucoup de choses en visio. On a une salle de visio ici qui nous permet de faire beaucoup de réunions en visio, beaucoup de formations en visioconférence. Avoir le sentiment d'être là. On peut pas retirer l'humain dans notre métier. On a quand même besoin de voyager, mais ça se traduit aussi par voyager moins, ou en voyager avec moins de monde. Je voyage pas avec une équipe de 5 personnes autour de moi. J'ai beaucoup voyagé tout seul. Aujourd'hui, c'est plus compliqué de voyager tout seul pour moi, parce que je connais plus tous les tenants et aboutissants du business, entre guillemets, de là où on en est, des chiffres, etc. Vous avez besoin d'expertise. Et donc, j'ai besoin d'avoir l'expertise de mon directeur commercial ou de mon responsable communication, parfois selon les déplacements. Donc, on se déplace souvent à 2, mais c'est pas non plus une équipe de 5 personnes qui se déplacent. Et on regarde toujours quel est le besoin qu'on a. Et quand on peut voyager en train, on voyage en train. Donc, on va toujours regarder. Et puis, naturellement, si je fais des sauts de puce, c'est aussi parce que à partir du moment où je suis attendu à Kuala Lumpur en juillet, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir cumuler autour? C'est-à-dire, de Kuala Lumpur, je suis pas très loin de Bangkok, donc je vais pouvoir faire Bangkok dans la foulée. De Bangkok, je suis pas très loin de Singapour, donc je vais pouvoir faire Singapour dans la foulée. Et faire ces sauts de puce me permet d'éviter de faire des longs voyages in and out depuis la France, et d'avoir un bilan carbone stratosphérique. Qu'est-ce que vous rapportez des voyages? Beaucoup de choses? Beaucoup de choses et pas beaucoup de choses à la fois. Si c'est des voyages professionnels, je vais vraiment ramener de l'humain et de la rencontre que j'ai faite avec mes clients. Je pense que j'aime l'humain, j'aime cette rencontre. Quand on a créé Encelade, qui est un des plus beaux parfums de notre collection, c'était pour dire, après le Covid, on a besoin de créer quelque chose de sensuel, chaleureux, qui rapproche les gens, qui soit comme un câlin. Après le Covid, où on s'est été éloigné, j'ai besoin de rencontrer les gens, rencontrer les gens avec lesquels vous travaillez à travers le monde, parce que vous êtes présent un peu partout aujourd'hui. Oui, on est présent dans presque 50 pays. Donc sur tous les continents? Sur tous les continents. Un petit peu moins en Afrique. C'est un continent qui pour moi est un continent qui est compliqué à gérer en termes de luxe, et pourtant qui est un continent qu'il faut pas délaisser. Donc c'est un peu je dirais je suis content d'être sur tous les continents. Et maintenant, je dis souvent à l'équipe, il faudra vraiment regarder bien, parce que les prochaines années, on est en Afrique du Sud, par exemple. Mais l'Afrique du Sud, c'est pas l'Afrique. Le client africain, il aime le parfum en général. C'est un continent qui aime le luxe, à la française, et qui vient l'acheter chez nous, mais qui pourrait l'acheter chez eux aussi. C'est juste que je suis toujours dans ce truc où, et là les voyages forment beaucoup, c'est quand on voyage, on rencontre les gens, on découvre leur culture,
Et quand on va en Afrique, on a un gap gigantesque entre leur culture du luxe et notre culture du luxe. Il faut trouver un entre-deux, parce que si on impose notre culture du luxe là-bas, ça marche pas. C'est pas que ça marche pas, ça marchera sans doute, mais c'est pas respectueux de leur culture. Et à la fois, on n'a pas envie non plus de se déshabiller complètement et de dire voilà, on vous laisse le poser dans un souk et le faire différemment. Donc il faut trouver le juste milieu. Mais je pense qu'on a vocation à être sur tous les continents et à être sur tous les continents d'une manière légèrement différente, parce que on voyage, parce que on est capable de ressentir la culture de chacun, de ressentir la capacité de chacun à faire les choses différemment. S'il y a une seule chose que je voudrais commune dans tous nos points de vente aujourd'hui, c'est d'avoir systématiquement en face d'un client final, en face de quelqu'un qui vient acheter un parfum, quelqu'un qui soit capable de le faire rêver. Je pense que c'est le seul point commun que j'ai envie d'avoir sur tous mes points de vente. Derrière ça, il y aura forcément une différence entre le department store américain dans lequel on est présent de manière on va dire très conventionnelle et très traditionnelle, et la petite parfumerie au fin fond de l'Autriche, ou effectivement la parfumerie au Mexique, ou la parfumerie en Malaisie, ou par exemple j'étais en Arménie il y a pas très longtemps. Ils ont une vision, ne serait-ce que tout l'ancien bloc soviétique a une vision, comme s'ils avaient été contraints pendant tant d'années de ne pas consommer, etc. Ils ont une vision de la consommation qui est radicalement différente, et une vision du luxe qui est radicalement différente de notre vision du luxe. Pour nous, le luxe, ça va être un produit bien choisi, etc. Là où il y aura plus de quantité et plus de, c'est plus bling bling, c'est plus m'as-tu vu. Là où moi je suis dans la discrétion et donc il faut que j'accepte parfois de me dire que eux ils ont envie de bien faire, et comme ils aiment la marque, ils ont envie de la mettre il faut que ce soit très brillant, il faut que ce soit, et ça me correspond moins. Mais vous arrivez à vous adapter quand même, justement en comprenant un peu tous les tenants et les aboutissants. On essaye. Est-ce qu'on y arrive? Je suis pas sûr que ce soit toujours réussi, mais en tout cas, on essaye. C'est le plus important. Parce que si on revient sur la conscience écologique, on peut parler d'une destination comme Dubaï, par exemple, où vous êtes implanté, mais il n'y a pas de boutique, mais c'est quand même un point d'ancrage au Moyen-Orient qui paraît, comment, je cherche mes mots, mais incontournable, voilà. Comment on allie ces deux facettes diamétralement opposées finalement? Alors Dubaï, c'est particulier. C'est une ville. On a l'impression, c'est un nouveau New York. On a l'impression que c'est une ville de tous les possibles. Et à la fois, c'est le premier endroit au monde où j'ai fait une crise, vraiment une crise d'angoisse écologique, à me dire mais en fait, tout ce qu'on fait, tous les petits gestes qu'on fait, c'est pourquoi? C'est pour qu'ils aient une piste de ski au milieu du désert. C'est pour qu'ils aient un aquarium géant dans Dubai Mall. Ça ne fait pas de sens à mes yeux. Cette ville est compliquée, et à la fois c'est des gens qui réussissent à faire vivre ensemble des gens de culture. C'est quoi? Je veux dire, c'est presque un monde idéal. Alors sous couvert de dictature, comme à Singapour, c'est-à-dire que vu qu'on peut pas critiquer, on est obligé tous de vivre ensemble. Et à la fois, ça pose d'autres questions. C'est que oui, il y a un vrai besoin de communiquer sur l'écologie et de les aider à être plus écologiques, et je pense que c'est pas en n'y allant pas et en n'ayant jamais ce discours écologique avec eux qu'on peut les aider à aller mieux, à le faire mieux. C'est là où je me suis réveillé en me disant il faut que je continue à le faire et continuer à en parler, et c'est encore plus important d'en parler à eux. Mais c'est aussi un endroit où dans une même ville, vivre ensemble, et j'ai pas le sentiment qu'il y ait autant de j'ai pas le sentiment qu'il y ait autant de communautarisme à Dubaï qu'il peut y en avoir à Londres ou à New York, mais plein de cultures différentes qui vivent ensemble, qui partagent les choses. Alors, c'est peut-être idyllique, et je suis peut-être ultra naïf. Effectivement, c'est un monde qui est plutôt aisé, qui vit ensemble, alors que là où il y a des problèmes, c'est peut-être quand il y a aussi des inégalités sociales très fortes. Mais ça montre aussi qu'on est capable de vivre ensemble. C'est-à-dire que peu importe les différences culturelles. On est à Dubaï. Il y a des chrétiens, il y a des églises, il y a des protestants, il y a des temples, il y a des mosquées, des très belles mosquées. Toutes les religions sont ensemble, se vont ensemble.
Le jour de Noël, ils vont fêter Noël. Le jour de l'Aïd, ils vont fêter l'Aïd en se respectant mutuellement. Et ça, je trouve ça beau. Moi, c'est mon rêve. Si aujourd'hui je ne parle plus de politique, plus de rien, je suis un homme de la paix. Je suis un homme du vivre ensemble. Le parfum, c'est partager du bonheur, c'est partager de la beauté. On est fait pour vivre ensemble. Et je dis souvent, la chance que j'ai dans mon entreprise, c'est d'avoir réussi à réunir autour de moi des gens d'origine et d'âge divers. Et la beauté de notre monde, elle est faite de cette diversité de couleurs, d'âge. On vit dans un monde qui est. Le voyage permet ça aussi. C'est que ce que les réseaux sociaux ne permettent plus de faire aujourd'hui, c'est de se confronter à quelque chose de différent. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, les algorithmes vous montrent toujours ce que vous voulez voir. C'est-à-dire que vous aimez le basket, vous allez voir toujours le même basketteur, toujours les mêmes choses, etc. Vous aimez le tennis et vous aimez Sinner et vous aimez pas Alcaraz, et ça vous allez toujours voir les choses qui sont orientées sur les gens qui soutiennent Sinner et pas ceux qui soutiennent Alcaraz. Et on fait des choses avec les réseaux sociaux, tout est blanc, tout est noir. Quand on voyage, on se confronte à quelqu'un de différent. C'est une mise en danger, de toute façon. Et ça, c'est fantastique. C'est pour moi l'essence même de l'humanité. C'est de faire un dîner, et comme on en a fait un où je vous ai reçu, où des gens nous pensent des choses différentes, et parfois, on essaie de se convaincre, mais c'est ça qui nous fait grandir. Bien sûr. Et donc, je vais revenir sur une question que j'ai posée un petit peu plus tôt, sur ce que vous rapportez les voyages. Donc, on a évoqué la partie je rapporte des éléments de mes voyages professionnels. Dans vos voyages personnels, est-ce qu'il y a des choses qui vous rapportez de voyages qui, en plus, vont nourrir votre passion, votre expertise, vos parfums, vos créations de façon globale? Globalement, oui. Je suis un créateur un peu éponge, je vais appeler ça. C'est-à-dire que je me nourris tout m'inspire. Tout m'inspire et je le digère et je sais pas forcément de où ça vient. Mais c'est sûr que parfois, je vais voir un habit traditionnel dans un pays, je vais voir quelque chose, je vais parfois prendre une photo d'une vitrine qui parfois est une vitrine d'un créateur européen dans un pays étranger, mais qui a été traité d'une manière différente. Ça va m'inspirer un truc. Et c'est toutes ces choses mis bout à bout qui sont des sources d'inspiration pour ce que je vais créer derrière. J'ai beaucoup de mal à décrire de où vient mon inspiration au moment même où je crée. Mais je sais très bien qu'il y a plein de choses qui tous ces petits éléments. C'est tous ces petits éléments. C'est toute cette, ça peut être l'architecture d'un hôtel où j'ai été sur la côte caribéenne avec, mélangé avec, quelque chose que j'ai vu à Paris, quelque chose que j'ai vu à Londres. C'est toutes ces petites choses aujourd'hui. En plus de ça, je ne crée plus seulement du parfum. On est sur la couture, sur le parfum, mais quand j'ouvre des boutiques, je travaille avec Antoine Bouillot, qui est un architecte, mais je m'investis énormément dans le design intérieur de chaque boutique. C'est aussi un voyage, ça. Donc c'est aussi un voyage, c'est aussi respecter, c'est aussi trouver les œuvres d'art qui vont permettre aux gens quand ils rentrent dans une de mes boutiques, qui vont leur permettre de sortir du temps et de voyager. On est ici 14 rue du Faubourg Saint-Honoré dans ma boutique principale de Paris, mais on a une toute petite boutique Galerie Vérododa. Galerie Vérododa, c'est un voyage en soi, qui était la première boutique de parfum que j'ai ouverte en 2020, il y a 5 ans. Et c'est cette boutique, en fait, la galerie, c'est une galerie du 19e siècle, qui n'a pas changé depuis 1826 quand elle a été à l'époque elle était éclairée au gaz, maintenant elle est électrisée, elle a été électrisée, mais sinon rien n'a changé, les devantures sont toutes les mêmes. Donc on quitte le 21e siècle pour rentrer dans le 19e siècle et j'avais envie, ça a été vraiment le début de dire j'ai envie que les gens quand ils rentrent dans ma boutique ils fassent un voyage dans le temps, et ce soit un peu le Inception, on va d'un rêve à un autre et on rentre un peu plus profondément dans chaque rêve et dans chaque qu'on soit capable de perdre un peu de la réalité pour rentrer dans un univers merveilleux. Tout est un voyage. Tout est un voyage. Vous avez déjà été témoin d'une personne bouleversée par un de vos parfums, transportée comme ça au moment où elle découvre. Alors, je vais évoquer un moment comme ça, effectivement, qui est très récent. Le 7 avril cette année, on a inauguré une exposition à la Design Week de Milan, qui était une exposition monumentale et très expérientielle pour faire découvrir Aldebaran, mon dernier parfum. Aldebaran, la vision que j'en ai eue quand je l'ai senti la première fois, c'était on travaillait sur des parfums qui étaient autour de la lumière. Et
Et ce parfum qui évoque pour moi l'espérance et l'optimisme, quand je l'ai senti au départ, j'ai vraiment eu le sentiment de perdre pied et de pas savoir à quoi le rattacher en termes de notes, mais qu'il m'emmenait comme une lumière dans le noir, et il m'attirait, comme un Patronus dans Harry Potter qui protège et qui est de l'autre côté de ce lac et qui dit c'est quoi cette lumière qui protège et qui est là, qui m'attire et que j'ai envie de suivre. Ça, c'était l'idée de départ ou c'est... Non, c'est pas l'idée de départ, c'est ce que j'ai ressenti et j'ai voulu à Milan reproduire ça. Et on a créé une exposition de 350 mètres carrés où tout était noir, 125 km de cordes qui pendaient au plafond. Il fallait passer à travers ces cordes pour arriver sur une clairière où il y avait une lumière. Donc on allait de l'ombre à la lumière. Il y avait un travail très introspectif d'avancer et de se dire que avant tout en tant qu'humain, on va vers la lumière et on crée des choses. Et on arrive, on découvre le parfum. Et là, j'ai des clients avec des visiteurs avec des réactions différentes. Et il y a une femme que j'ai dû prendre par le bras, qui a pas voulu qui a pas voulu traverser seule, donc je l'ai prise par le bras, on a traversé ensemble. On est arrivé de l'autre côté, on s'est assis, on avait des assises qui étaient de l'autre côté prédisposées pour que les gens puissent s'asseoir. Et elle a fondu en larmes et elle m'a expliqué que au-delà de l'émotion d'avoir vécu quelque chose de différent, d'avoir eu un peu peur quelque part, ce parfum qu'elle avait, en fait, elle allait à la recherche de ce parfum et ce parfum l'a replongé dans tellement de choses douloureuses et joyeuses de son passé et qu'elle dit c'est comme si j'avais fait une psychothérapie en quelques trucs. J'ai l'impression que vous avez nettoyé quelque chose en moi d'extrêmement profond et de dire je ne porterai pas ce parfum, mais qu'est-ce que je serais heureuse de sentir les autres le porter parce que ce parfum c'est pas moi, mais c'est tellement de mon histoire que j'ai envie de le sentir tous les jours. Et donc cette femme était complètement bouleversée par quelque chose un travail qu'elle avait fait rapidement avec le parfum. Et le parfum peut effectivement nous transporter dans des moments qui sont des bons moments ou des mauvais moments, mais parfois nous faire travailler nous faire réaliser que un blocage de notre vie d'aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose de l'enfance qui est pas un parfum. Très très beau, merci beaucoup. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. Maintenant qu'on a eu cette discussion et cette conversation très riche sur le voyage et ce que ça représente pour vous, j'aimerais savoir s'il y a une personne ou une personnalité à qui vous aimeriez tendre le micro pour prolonger cette conversation dans votre domaine ou pas. Ça peut être quelqu'un de votre entourage ou pas. Ça peut aussi être une personne que vous connaissez pas mais qui vous inspire et qui pourrait faire l'objet d'un autre épisode. Je pense qu'il parle français en plus. Et on peut le faire en anglais aussi. Mais alors, soit en français, soit en anglais. Mais alors en anglais, il y a une personne qui voyage dans son pays principalement. Alors je crois qu'il voyage en Europe, c'est Luke Edward Hall, qui est un artiste et qui a je pense une conception du voyage qui est peut-être assez proche de la mienne, d'aimer se poser à un endroit avec ses pinceaux et de prendre le pouls de la destination. Je pense que les deux personnes à qui j'aurais envie d'avoir leur incentive sur le voyage, ce serait lui et Léo. Léo, c'est un dessinateur de bande dessinée qui lui me fait voyager avec ses bandes dessinées. Et j'ai vu des bandes dessinées un petit peu. C'est un dessinateur qui a créé justement, qui m'a inspiré le nom d'Aldébaran parce qu'il a écrit toute une série qui sont Les Mondes d'Aldébaran. D'accord. Dans lequel Aldébaran est une planète et pas une étoile comme dans mon imaginaire, mais qui a la capacité à faire voyager dans un dessin. Et donc l'un est brésilien, l'autre est anglais. Très bien. Merci beaucoup. C'était un plaisir.
Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Impact, le pouvoir du voyage. J'espère que la vision et les mots de Marc-Antoine résonneront en vous comme ils m'inspirent. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode avec un autre invité dans un lieu à découvrir. Mais toujours la même question, comment le voyage nous transforme-t-il ?